Donc ici, on va voir donc un nouveau, euh, comment? On va voir un système euh, de contrôle, un système de contrôle. Voilà. On va étudier donc un petit système de contrôle euh, au travers d'une programmation toujours ici dans ce cas-ci Visual Basic. Bon, alors, il faut savoir que bon, qu'est-ce qu'on peut contrôler dans la nature? Bon, il y a tout d'abord, euh, quand on veut contrôler quelque chose, c'est qu'en fait, il y a des stimuli, des stimuli. Par exemple, si je prends des animaux, des insectes, euh, euh, d'êtres humains, hein, tout ce qui possède, je veux dire, un cerveau et qui est capable de répondre à un stimuli. Répondre, ça veut dire quoi? Tout d'abord, le schéma est basé tout d'abord sur, d'abord, avant d'avoir une réponse, on a euh, une vue. On a une vue, donc on a une entrée d'un stimuli par la vue, hein, on voit quelque chose. C'est traité par le cerveau et à ce moment-là, ouais, il y a une action correspondante. Voilà. Donc il y a un système d'entrée et de sortie en fait. L'entrée c'est le stimuli et la sortie c'est comment répondre, je veux dire, à l'entrée du stimuli qui vient d'avoir lieu. Voilà. Voilà. Donc en général, c'est le cerveau qui répond au stimuli via par l'observation en fait. Bon, mais il y a dans la nature, on ne trouve pas que des animaux, des insectes et autres. On trouve des éléments organiques qui n'ont pas forcément de cerveau, mais qui répondent à des stimuli. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il ne faut pas forcément être. Par contre, l'être humain, lui, il peut, comme les animaux, il peut facilement réagir à des stimuli, notamment l'être humain. Bon, parce que l'être humain est doué d'une forte intelligence par rapport aux animaux. Donc l'être humain peut répondre à une panoplie de stimuli que l'animal ne peut répondre. Eh bien, euh, il y a déjà des paramètres externes où on peut répondre au niveau d'un stimuli, mais c'est la température, la pression, le poids. Mais quand on dit le poids, bien sûr, je parle de masse, parce que généralement, quand on dit poids, pesant, quelqu'un qui pèse, malgré tout, le mot peser, je crois qu'il vient de poids, hein. Donc en fait, euh, oui, le poids, c'est une force, hein, c'est la masse fois la gravitation, mais la masse, généralement, les gens disent par abus de langage, il a un poids de autant de kilos. On va accepter ça entre guillemets, l'abus de langage. Mais normalement, le poids, c'est en science, un poids, c'est une force. Alors que la masse, ça n'a rien à voir avec une force. Enfin, ça n'a rien à voir. Si, pour avoir le poids, il faut la masse fois multiplié par l'endroit terrestre où on se trouve, c'est-à-dire la gravitation, ou l'endroit euh, généralement terrestre, parce que bon, les êtres humains ne sont pas dans l'espace, mais si c'est un astronaute ou un cosmonaute, suivant qu'on est américain ou russe, bon, l'appellation est cosmonaute ou astronaute, bon, qui va dans une autre planète, par exemple, s'il va sur la Lune, ben, là, il pèsera, il pèsera moins lourd parce que la force d'attraction est moins forte, 6 fois moins forte sur la Lune que sur la Terre. Donc, fatalement, le poids est moins fort, 6 fois moins fort sur la Lune que sur la Terre. L'attraction terrestre est plus grande sur la Terre que sur la Lune, fatalement, parce que l'attraction, je veux dire, la Terre est plus grande. Elle est déjà plus grande en soi, donc il y a plus d'attraction, donc fatalement, elle est de 9,81 et elle varie suivant l'altitude, suivant certains paramètres au niveau de la Terre. Voilà. Donc en fait, je veux dire par là que la température, la pression et le poids que je considère ici entre guillemets la masse, hein, je veux dire, sont des stimuli, je veux dire, extérieurs. Extérieurs. Voilà, quand il fait trop chaud, un être humain peut voir facilement s'il fait trop chaud, il dira qu'il a chaud. Il va enlever un pull ou voilà, il va réagir en conséquence. Donc il y a un stimuli et il va réagir en conséquence du stimuli qu'il a reçu. Bon, mais attention que ça, ce sont des stimuli, des réponses à des stimuli, on va dire, externes, parce qu'il y a des stimuli aussi internes. Par exemple, si la température du corps est élevée, ben, il y a des stimuli internes qui vont faire que, bon,
il y a une réaction de l'organisme, parce que l'organisme est déjà en soi doué à l'intérieur d'un système de régulation. Euh, un système de régulation qui fait que, bon, hein, il va capter si on a une température très forte et il va le dire au corps. Bon, si la pression sanguine intérieure, je veux dire, du corps est importante, là aussi, il y aura une réponse adéquate du corps par rapport aux trop fortes pressions artérielles qu'il y aurait dans le corps. On se sentirait mal ou des choses comme ça, on a le vertige ou pas mal de choses qu'on peut avoir quand on a, je veux dire, une très basse tension, une très faible tension, une forte tension artérielle. Voilà. Donc ici, maintenant, quelqu'un qui a un poids important, mais je veux dire, il va subir au niveau de l'organisme, je veux dire, le corps va lui dire, en fait, en réaction, qui, que son poids n'est pas conforme. En fait, en fait, il y a une réponse au corps interne. Tout comme une personne peut répondre à des stimuli extérieurs, une personne, un être humain peut répondre à des stimuli venant de l'extérieur, une personne a un système de régulation, je veux dire, interne à son corps. Donc là, il y a même un jeu double. Un jeu double, voilà. Alors, bon, mais moi je parle pas de l'être humain ni des animaux, voilà. Moi ce que je veux voir ici, c'est tout simplement un système de dialogue homme-machine. Donc en fait, homme-machine, c'est-à-dire euh, euh, l'être humain va se situer au niveau d'un écran, un écran d'affichage qui supervise, je veux dire, tous les process industriels d'une entreprise. Hein. Et quand il y a un défaut, il y a un programmeur qui a fait un écran, qui a établi un programme. Et que quand il y a un défaut, je veux dire, il y a des lampes qui s'allument, rouges, oranges, de différentes couleurs, qui indiquent l'état de dangerosité, l'état de défaut, l'état d'incident, l'état d'accident. Enfin, bref, on peut mettre pas mal de lampes qui indiquent, je veux dire, la colorimétrie d'un incident, je veux dire, mineur à un incident majeur. Voilà. Et à quelle zone peut se produire l'endroit. Enfin, l'informatique est là justement pour répondre à toutes les données possibles, où ça se trouve, le problème, de quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il faut pour le remédier. L'informatique justement est là. Donc le dialogue homme-machine, je veux dire, c'est ça un petit peu. Je veux dire, il y a des stimuli de process industriels qui se font. Et je veux dire, il y a un superviseur qui regarde un écran. Si tout se passe bien, bon, il faut pas faire réagir un être humain. Par contre, s'il voit qu'au travers de l'écran de supervision, il y a un défaut, à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va téléphoner à une zone, une personne responsable d'une zone de l'industrie ou de l'entreprise à réagir, à contre-réagir. Donc on voit bien que c'est un système de, on va dire, de supervision. Hein, on regarde et on agit en conséquence par rapport à un stimuli, je veux dire, qui aurait été, je veux dire, anormal. Voilà. Et là, il faut contre-réagir. Voilà. Donc, comme moi maintenant, quand je fais une vidéo, hein, je dois regarder si je dois observer ma caméra. Si ma caméra, je veux dire, euh, euh, est bien cadré, si le son est bon, hein, s'il n'y a pas de balancement, je veux dire, au niveau de la vidéo, et je dois contre-réagir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je réponds à des stimuli quand je fais une caméra, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on va dire comme ceci, il y a un système de supervision, hein, on va dire un système de contrôle, hein, contrôle en soi, on contrôle, enfin, on regarde si tout se va bien, et il y a un système d'action en cas de, je veux dire, hum, d'incident ou mineur ou majeur, voilà, et on réagit en conséquence. Bon, maintenant, si je prends le cas d'une voiture, dans le cas d'une voiture, ben, la voiture est supervisée par plusieurs acteurs. Tout d'abord, le premier acteur qu'on va avoir, c'est un acteur, on va dire, non pas humain. C'est un acteur, je veux dire, technologique, c'est-à-dire c'est un ordinateur de bord qui va contrôler via tous des capteurs d'acquisition, je veux dire, les différents paramètres de gestion moteur et d'autres paramètres en corrélation, je veux dire, avec la marge le fonctionnement du véhicule. Voilà. Mais, par exemple, qu'est-ce qu'on peut
Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Une température, une pression, hein, je veux dire, dans une voiture, on peut retrouver un capteur de niveau d'essence, hein, voilà. Si le niveau est faible, qu'est-ce qui se passe? Donc, heu, l'ordinateur de bord va le détecter, il va l'envoyer à non pas un écran, mais au niveau du tableau de bord qui indique via un témoin lumineux au conducteur du véhicule qu'il y a un défaut et ce défaut est exactement, je veux dire, une panne d'essence ou de diesel. Voilà. Voilà. Mais si je prends une industrie, ben, on peut contrôler la température, la pression, les niveaux, les masses, les concentrations, hein. On a tous des capteurs, je veux dire, qui peuvent prendre des mesures en temps réel et retourner à un ordinateur centralisé, je veux dire, tous les paramètres d'acquisition et de dire, de spécifier quand il y a défaut et donc à ce moment-là, de contre-réagir. Bon, la contre-réaction peut se faire soit au niveau manuel, hein, on envoie une personne bon, interagir par rapport au système pour régler le problème, ou ça peut être tout simplement une contre-réaction, une réaction automatique faite par le procédé lui-même qui se corrige, qui s'auto-corrige lui-même. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a pas d'intervention, je veux dire, humaine, hein, puisqu'en fait, il y a une correction, je veux dire, qui se fait, je veux dire, automatiquement. Voilà. Donc on a bien un système de télésurveillance, c'est un petit peu ça, hein, il y a des stimuli. Attention qu'un système de télésurveillance, ça peut être aussi, s'il y a un voleur, avec une caméra qui intercepte un voleur, je veux dire, il y a une observation, et puis bon, s'il y a quelqu'un qui supervise derrière un écran de télésurveillance, à ce moment-là, je veux dire, il peut prendre des directives pour, je veux dire, annihiler le but du voleur. Mais enfin bref, la télésurveillance, c'est fort important, que ce soit dans les industries, dans les habitations, je veux dire, domestiques, dans pas mal de choses, on peut trouver de la supervision. Donc ici, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une interface de supervision où il y a pas trop d'animations. Les seules animations, ce sont les valeurs. Les valeurs, je veux dire, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis deux, euh, comment on appelle ça? Deux produits, hein, A et B, que j'appelle A et B, deux produits, peu importe ce que c'est, mais granulés. C'est de la granulométrie. Donc, enfin, ce sont des granulés, hein. J'aurais pu mettre du sable, j'aurais pu mettre, je veux dire, bon, j'aurais pu aussi mettre des cailloux, hein, pas forcément des granulés, mais j'aurais pu mettre des cailloux. Ça aurait pu être de la farine, ça aurait pu être beaucoup de choses, beaucoup de choses. Enfin bref, voilà. Ça aurait pu être du sucre, la farine, du blé, enfin tout composant, on va dire solide, sous forme de granulé ou pas. Voilà. Broyé, on va dire sous forme broyée. Voilà. Broyé, voilà, jusqu'à un stade. Bon, bah à côté de ça, j'ai mis deux systèmes, je veux dire, qui ne sont pas animés, hein, bien sûr, vous le voyez ici, ce sont juste des images dessinées. Et alors ici, j'ai mis un système d'aspiration. Parce que bon, j'aurais pu mettre un système de refoulement, hein. J'ai opté pour le système d'aspiration, pour les deux, hein. Deux systèmes d'aspiration pour faire circuler, je veux dire, le produit qui est sous forme poudreuse. J'aurais pu mettre un système euh, d'aspiration, de refoulement, ou un système d'aspiration et de refoulement. Les trois existent. Bon, en quoi consiste ce programme? Et alors, j'ai mis aussi trois cuves. Trois cuves. Bon. Et les cuves, bon, ça peut être aussi des produits, mais cette fois-ci, bon, c'est des liquides. Je peux mettre des liquides ou des poudreuses aussi. Voilà. Des poudreux. Mais ici, bon, j'ai plus pensé à mettre des liquides. Voilà. Donc, trois cuves. Et le programme va dire quoi? Va dire quoi? Bon, donc j'ai des produits solides, ici on va dire, et trois cuves contenant des produits liquides. Bon, il y a une circulation, hein, de liquide qui va se faire, mais en même temps, il y a, quand je dis circulation, une entrée et une sortie. Donc en fait, pendant qu'on peut faire écouler vers la sortie, euh, donc est-ce que le système va diminuer? Peut-être bien, oui, forcément. Si on sort du liquide, le système va diminuer. Est-ce qu'on est sûr qu'il va diminuer? Pas pour autant, parce que je peux ramener un volume, de liquide, je veux dire, entrant dans la cuve, et donc bon, on peut avoir une espèce d'équilibre, ou peut-être s'il y a plus de liquide qui rentre que ce qu'il y en a qui sort, à ce moment-là, ça peut même monter alors qu'il y en a qui sort. Voilà. Alors ici j'ai opté pour
une unité de masse, hein. J'ai pris 500, ça peut être 500 kilos, hein, voilà, 500, 500, voilà, 500 kilos, 500 tonnes ou peu importe. Voilà, pour les deux liquides, la masse en kilos ou en tonnes. Alors pour les liquides, je peux mettre des litres, hein, je peux mettre des mètres cubes, 500 mètres cubes, 500 litres. Hein, je veux dire, je peux mettre, enfin bref, voilà. Enfin 500 mètres cubes, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Voilà, c'est déjà, c'est plus une cuve, c'est plusieurs cuves, hein. Voilà, bon, donc ici, ce que je voulais dire que ici, j'ai mis donc 3 boîtes de liste, elles sont toutes initialisées à 500. Bon, on peut changer, hein, on peut changer. Je n'ai pas opté pour comment est-ce qu'on appelle ça? Je n'ai pas opté pour un bouton qui fait en sorte qu'on peut changer, je veux dire, les valeurs initiales. Mais ça peut se faire, ça peut se faire, c'est pas un problème ça. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Si je descends en masse, j'ai 400. Je ne sais pas si on voit. Euh, donc je mets 400 dans le produit A. Normalement, je dois voir 400. Donc j'y mets une barre de défilement horizontale, on le voit, hein. Donc je mets 400, mais il se passe rien pour le produit A. Je descends à 300, il n'y a encore rien. Voilà, je descends à 200. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un capteur, bon, ça simule un capteur d'acquisition de données, de masse bien sûr, hein, parce que bon, 200, j'avais dit que c'était des kilos, donc c'est normal. Un capteur on va dire de poids, hein. Malgré que j'ai dit qu'il y avait un abus de langage entre masse et poids, j'accepte de prendre mon poids ici pour dire des kilos. Voilà. Donc j'ai 200 kilos. 200 kilos. Et qu'est-ce qu'il me dit le programme? Il me dit, voilà, au niveau de la supervision, recharger en produit A. Donc le superviseur, celui qui se trouve derrière l'écran, qu'est-ce qui se dit? Ben, bon, il faut qu'il y a un problème. Un problème. D'ailleurs, il y a une loupiote rouge, hein. J'aurais pu la mettre lumineuse par intermittence. Bon, ici, bon, pour éviter trop de côtes, bon, j'ai mis une loupiote rouge. Et il dit qu'il faut recharger le produit en A. Et il dit qu'on a un fonctionnement à stock minimal du produit A. Bon, maintenant, j'augmente de 200, je repasse à 300. Voilà, je suis repassé au stock limite. Maintenant, si ça rediminue, voilà, il faut recharger un produit A. Voilà. Donc l'idéal, c'est de le charger jusqu'à un certain montant. Voilà. Bon, idem pour le produit B. Produit B, qu'est-ce qui se passe? 500, je n'ai rien, 400, je n'ai rien. Il descend, il descend. J'arrive à 200, là, on dit recharger en produit B. S'il continue à diminuer, qu'est-ce qui se passe? Hein, je suis à zéro et on avait averti qu'il fallait recharger depuis la charge enfin, depuis le poids de 300 qu'il fallait recharger. Donc maintenant, l'entreprise se trouve dans une situation, je veux dire, critique. Pourquoi? Parce que, hein, surtout si on est vendredi et qu'on ne sait plus passer de commande, hein, la commande, il faudra l'attendre et il faudra X jours de commande pour commander, je veux dire, et remonter. Et pendant ce temps-là, il y a un arrêt de production. Voilà. Voilà. Donc zéro, c'est le cas le plus critique en production, parce que zéro, jamais atteindre le zéro. On met toujours un stock minimal à atteindre. Donc si j'arrive à 300, est-ce que c'est critique? Ça peut être critique, hein, 300. Voilà, 300, est-ce que ça peut être critique? Ben oui, parce que si du jour au lendemain j'ai une grosse commande et qu'il y a des camions qui doivent venir décharger, mais 300, fatalement, c'est rien du tout. Donc quel est le stock minimal? Bon, ça c'est à étudier, ça, hein. On étudie le stock minimal par étude, hein. Voilà. Le tout, c'est de pas de faire trop de stock parce que ça coûte cher, hein. Mais si on a de l'argent, bon, pourquoi pas, on stocke pour autant qu'il soit pas périssable le produit, hein, on stocke au maximum. Mais sinon, c'est toute une étude à faire au niveau du stockage.
Voilà. Donc ici, 634, regardez bien que je peux descendre de, voilà, par 100 ou par pas de 1. Vous voyez, ici, voilà, 334, 381. Je peux redescendre par pas de d'un certain nombre ou par pas de 100. Voilà, ici c'est par pas de 100. 581, 481, 381, voilà. 273, je suis pas descendu par un certain pas, qui n'est pas de 100. Et là, on me dit de recharger. Maintenant, supposons que le produit B descende encore. Enfin, A. Que me dit le programme? Que tout d'abord, il faut recharger le produit A et B. Ils sont en fonctionnement minimal du produit A et B là. Et ils sont tous les deux trop petits. Voilà. Et là, j'ai une urgence parce que bon, j'ai mis une boîte de dialogue qui ressortait avec une urgence parce que bon, là, il faut remédier à ce problème-là. Voilà. Alors maintenant, si les stocks remontent, ben, là, il faut plus que recharger en produit B, alors que là, il était en produit A et B. Voilà. Ok. Là, je suis en A et B à recharger. Et si le A remonte, ben, bien sûr, fatalement, il me dit qu'il faut plus que recharger le B. Maintenant, si le B remonte, ben, il faut plus recharger aucun des deux. Voilà. Mais j'aurais dû mettre plusieurs loupiotes, c'est-à-dire un stock vraiment minimal qui serait, on va dire, une loupiote orange. Dire juste en remarque, attention. Par contre, le 300, c'est un stock, je veux dire, le 300, c'est un stock, je veux dire, on est proche de zéro, hein. J'aurais dû mettre plusieurs loupiotes, parce que par intermittence, travailler par intermittence de. Maintenant, les cuves, comment ça va pour les cuves? La même chose. Si je descends en dessous de 200, il faut recharger la cuve 2. Si je descends ici, il faut chercher aussi bien la cuve 1 que la cuve 2. Voilà. Ici, si je redescends ici, il faut toujours recharger la cuve 1 et 2. Si je redescends ici en cuve 2, il faut toujours recharger. Mais si la cuve 2 se met à remonter, là, il faut recharger plus que la cuve 1. Il est indiqué, recharger cuve 1. Maintenant, si j'ai la cuve 3 qui descend en dessous de la limite 300, il faut charger la cuve 1 et 3. Effectivement, la 1 est à 100, en dessous de 300. La 2 est à 416, au-dessus de 300, il n'y a pas de problème. Et la cuve 3 est en dessous de 200, je veux dire, il faut la recharger. Bon, ce sont tous des capteurs. L'un, capteur de poids, hein, enfin, poids, entendons-nous bien, de masse, mais on dit de poids, capteur de poids. Voilà, ici et en dessous, ce sont des capteurs on va dire, de niveau. Capteurs de niveau. Les capteurs, il y a toutes sortes de types de capteurs, hein. Capteurs de position, capteurs de niveau, un capteur de force, capteur de pression, capteur de température, capteur de. Enfin, il y a beaucoup de capteurs en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, maintenant, si les trois produits. Là, je dois recharger la cuve 1, 2, 3. Voilà. Là, je dois charger plus que la cuve 2 et 3. Ici, plus que la 3. Et là, plus aucune. Voilà. Donc, vous aurez compris que c'est un process où il faut répondre à un stimuli. Un stimuli. Ouais, et quand ici, j'ai oublié de vous dire que quand la recherche du produit B est à stock minimal, j'ai une case à cocher qui se met en disant écoute, attention aussi. Bon, de deux endroits, un avec une loupiote et l'autre avec une case à cocher. Si je remonte la case à cocher, sortir, sortir. Voilà, et la même chose pour l'autre. Voilà. Maintenant, s'ils sont tous les deux à stock minimal, ben, on voit bien qu'ils sont tous les deux cochés en fait. Voilà. Bon, j'ai pas mis de cage à cocher pour les cuves, mais voilà. Bon, maintenant, on va intervenir sur le programme. Bon, pour le programme, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre ceci. Ceci, c'est. Il faut mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ceci. 5. Horizontal scroll bar. En fait, ce sont des barres de défilement horizontales.
Voilà. Donc, je mets bien des scroll bar ici, qui est pointé avec la souris ici. Voilà. Et j'en mets 5. 5. Bon, ensuite, je mets deux images. Les deux images, il faut les dessiner sur Paint. Et après, bon, on a introduit deux images. Et les deux images, c'est avec des images comme, voilà, ceci ici. Image. Avec image, ici, vous les introduisez et à l'intérieur, vous mettez, je veux dire, des images. Hein. Mais les images, je crois qu'ils doivent être, ça doit être des bitmaps. Hein. Euh, je crois que c'est des bitmaps. Je vais regarder tout de suite. Voilà, c'est ça. Picture, image, image, picture, c'est des images. En fait, ça doit être des bitmaps. Hein. Voilà. Parce que si vous mettez un autre format, apparemment, je crois que je sais pas s'il va le prendre, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, il y a toutes des zones de texte, hein, un pour indiquer les valeurs, un texte 1, texte 2, c'est pour indiquer la valeur, texte 3, ça joue le rôle de comment ça s'appelle ça? Celui-ci, il joue le rôle on va dire de l'oupiote, celui-ci. Celui-ci, c'est la zone de texte où il faut indiquer, bon, faire attention. Alors, pour les cuves, c'est la même chose. J'ai la zone de texte qui indique, je veux dire, la quantité, les quantités, voilà, ici, à chaque fois, quand on a sélectionné par rapport au scrolling, hein, par rapport comment on appelle ça, à la barre de défilement, une fois qu'on a une valeur, ben, il le met dans la textbox, comme ça on sait savoir exactement combien on a choisi au niveau du scrolling, la valeur, voilà. Et à côté de ça, bien sûr, vous aurez compris qu'il y a quoi? Euh, et à côté de ça, bon, il y a des autres. Mais c'est pour ça, il faut que je ferme ici. Hein. Voilà. Et là, il y a la zone de texte. Il y a la zone de texte tout à fait à droite. Hein. J'ai mis une zone de texte. Elle est là. Voilà. La zone de texte est ici. Là. La loupiote est là. On retrouve deux loupiotes et deux zones de texte. Une pour les cuves et une pour... C'est deux mêmes programmes, en fait. Hein. Simplement, là, il y a deux valeurs. Vous l'aurez compris. Pour les produits, il y a deux valeurs comment on appelle ça? À gérer. Alors que pour les cuves, il y a trois valeurs à gérer. Mais c'est le même programme. Hein, on a tous des barres de défilement avec des messages à afficher sur des boîtes de texte. Sachant faire les deux produits, bon, on sait faire les cuves. Voilà. Ouais, si on devait faire ça avec de la logique, ce serait un petit peu embêtant. Hein. Ce serait avec des portes et ou. Il y a moyen de faire ça avec des portes et ou. Avec, quand je dis la logique numérique, il faudrait mettre des portes, des gates hein, qu'on vend. On vend des portes et ou et faire un montage avec des portes et ou. Et savoir, je veux dire, quand on est en dessous ou au-dessus, il y a moyen de faire ça avec une logique à porte. Voilà. Bon, donc ici, mais le problème c'est que la logique à porte elle est figée. Par contre ici, bon, on peut modifier. La programmation, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut modifier. C'est moins figé que les portes. Voilà, maintenant on va rentrer dans le programme et on va regarder comment programmer tout ça. Bon, on va regarder comment programmer le hashcrawl du produit A. Voilà. Alors, quand on clique sur le hashcrawl, il faut prendre tout d'abord la fonction hashcrawl change. Ah, obligatoirement. Ah. Il faut prendre la fonction donc routine, la routine hashcrawl change. Voilà, hashcrawl change. C'est quand la valeur de la barre de défilement va changer que la routine va prendre en compte le code. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut tout d'abord faire une récupération de la valeur
où le curseur se trouve. Par exemple, s'il se trouve en 50, ben, le texte 1.text récupère la valeur 50, 60, 100, 150, 200, 250, voilà. On avait dit jusque 1000, je crois, hein. C'est de 0 à 1000, je crois. Voilà. Donc, le texte 1.text, c'est tout simplement pour mettre dans un edit box, enfin dans un text box, la valeur du curseur. La valeur, s'il y a 50, si on met 50, si on met 50 dans le curseur, ben, l'edit box va prendre la valeur 50. Et on le fait via hscroll1 point value. Hscroll1, c'est la barre de défilement qu'on a qu'on a ici, hein. Voilà, le hscroll1, c'est celui-ci, c'est le nom de celui-ci. Il suffit d'aller voir dans les... Ici, j'ai hscroll1, donc qui est celui-ci, l'élément là. Voilà. Et pour savoir connaître son code, il suffit que je double-clique là-dessus, hein. Voilà. Et donc, j'ai défini donc deux variables, ma var 1 et ma var 2, qui sont quel type de variables? Elles sont définies où? Dans le chargement de la forme, du formulaire. L'autre forme. Dès qu'il y a l'autre forme, à ce moment-là, je définis des variables, je dimensionne des variables entières. Dimvar 1, dimvar 2, dimvar 3, dimvar 4, dimvar 5. Voilà. Ouais, et au chargement de la forme, je mets aussi les textes inbox à 500. C'est l'initialisation, je veux dire, des textes inbox. Et texte 6, texte, bon, il n'y a rien. 7 et 9 sont... Donc 1, 2, 3, 4, 5, je vais vous montrer c'est lequel. Le 1, texte inbox 1, c'est celui-là, il sera 500. Texte inbox 2, texte inbox 1 sera 500. Texte inbox 2 sera celui-ci. Ouais, je suis commando. Texte 2 box sera 500. Texte 3 box sera aussi à 500. Le texte 4 box sera à 500. Et le texte 5 box sera à 500. Sera à 500 celui-ci. Voilà, et le texte 6 c'est celui-ci. Et voilà. Celui-ci c'est le texte 6. Voilà. Il faut agrandir pour aller sur la droite. Il faut agrandir, je dois appuyer sur l'agrandissement ici pour avoir les boutons de défilement horizontaux et verticaux. Donc voilà, maintenant je peux aller à droite. Donc le texte 8, c'est celui-là. C'est ce qui va m'indiquer. Par contre, la loupiote, c'est le 9. La deuxième loupiote, c'est le 7. Donc 7 et 9, ce sont les loupiotes. Et 6 et 8, ce sont 6 et 8, ce sont les loupiotes. Enfin, 6 et 8, ce sont les zones de texte qui vont indiquer, je veux dire, le défaut. Et le 7 et 9, ce sont les loupiotes. 7 et 9, ce sont les loupiotes. Voilà. Voilà, j'ai tout dit pour ceci. Rentrons dans le programme. Donc, j'ai double-cliqué sur la forme pour rentrer dans le code du formulaire. Et le formulaire, au départ, il va se charger, donc c'est subform load. Au niveau du chargement, il y aura ceci qui va avoir. Donc, il faut dimensionner toutes les variables. Donc, ma var 1, ma var 2, ma var 3, ma var 4, ma var 5, en tant qu'entier, et mettre tous les text box à 500 pour ce qui vont contenir des valeurs, et à vide pour celle qui va contenir des comment on appelle ça? Euh, Ici, il n'y a pas besoin de faire ça en fait. J'ai mis texte 6.text à vide, texte 7.text à vide. En fait, il n'y a pas besoin de faire ça parce que texte 7 est mis à blanc.
Ceci, il n'y a pas besoin de faire ça en fait. J'espère qu'on le voit. Oh, merde. Voilà. Donc ici, je répète, hein, je redimensionne toutes mes variables. Voilà. Donc, REM, ce sont des remarques, hein. C'est au niveau du chargement du formulaire, qu'est-ce qui se passe? REM au niveau du chargement du formulaire, ben, je dimensionne donc ma var 1, ma var 2, ma var 3, ma var 4, ma var 5 en tant qu'entier, et j'initialise toutes les boîtes de texte. Par contre, ici, toutes les boîtes de texte sont à 500, mais le texte c'est une couleur, donc je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre ceci. Voilà. Voilà. Et vous pouvez constater que normalement, il va fonctionner. euh, voilà. Vous voyez que, ah non, texte.texte, il faut bien le mettre à blanc, parce que je vois qu'il est marqué texte.texte. Il est marqué texte. Ici, on peut constater qu'il est marqué texte. Donc, je vais enlever ce que je viens de faire. Donc, je vais remettre texte 7 à vide. C'est le 7 à vide, c'est-à-dire à blanc, égale. Voilà. Voilà. Si je refais fonctionner le programme, voilà. Donc, il n'apparaît plus de texte. Voilà, je suis obligé donc de faire ça. Donc, il n'apparaît plus ici. Voilà, donc il est à blanc. Bon. Bon, donc ici, on va initialiser les éléments de barre de défilement. Pour le produit granulé, voilà. Voilà, tout est ici. Tout est ici. Tout est dans ce code-là. Le produit A granulé, la barre de défilement horizontale H-scroll min est à 0. Le max est à 1000, pas à 100. Je me suis trompé tantôt. Parce que c'est vrai que si on met 500 au milieu, je ne serais pas allé de 500 à 100. Hein. C'est de 500 à 1000, je m'excuse. Voilà. Bon, donc H-scroll max, le min c'est 0, le max c'est 1000. H-scroll large change, c'est le grand changement par pas de 100. C'est ce que j'avais dit tantôt, un petit clic faisait, je veux dire, avancer de 100 en 100. On avait 100, 200, 300, 400. Mais si je faisais un fin clic, voilà, un plus fin, à ce moment-là, je pouvais changer par valeur de pas de 1. C'est ce qu'on appelle le small change. Et la valeur, elle est initialisée à scroll un point value à 500. Et je fais ça avec tous. Tous. Donc je fais des copier-coller. À scroll 2, min pour le produit B est à 0. Il va aller jusqu'à 1000. Celui qui veut changer peut changer ici, hein, en fait. Hein. Il change la valeur, à place d'aller de 0 à 1000, il peut aller de 0 à 10 000 ou. Voilà. Donc de 0 à 1000, il peut même redescendre. Hein. Voilà. De 0 à 1000 pour le max, on varie par pas de 100. Et, pour le large changement, les petits changements par pas de 1. Et je fais ça pour les différentes cuves. 1, 2, 3, c'est la même chose. Voilà. Donc ça, c'est l'initialisation. Une fois qu'il cherche le formulaire, il cherche tout ceci. Il cherche, il dimensionne les variables. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est une zone mémoire, je veux dire, je l'ai déjà expliqué. C'est une zone mémoire dans laquelle, je veux dire, il va contenir des éléments, hein, je veux dire, de certains types, hein, je veux dire, ça je reverrai de toute façon, et qui est situé dans une mémoire avec un adressage, voilà. Et on joue avec le contenu. Donc ici, on dimensionne ma var 1, ma var 2, ma var 3, ma var 4, ma var 5, qui vont contenir, ce sont des zones de mémoire qui vont contenir les valeurs des variables ma var 1, ma var 2, ma var 3, ma var 4, ma var 5. Alors texte.1.texte, ce sont toutes les zones de texte, les petites zones de texte. Il y en a qui sont euh, avec une certaine valeur qu'il faut initialiser et d'autres qui sont à blanc. Voilà. Et j'ai le text backcolor qui est HFFF, ça c'est le blanc, c'est la couleur blanche. Bon, donc j'initialise les barres de défilement du produit A, produit B, produit de la cuve 1, la cuve 2, cuve 3. Vous avez bien vu que c'est du copier-coller. Il n'y a rien,
Il n'y a rien, je veux dire, de difficile là-dedans. Hein. Je veux dire, bon, maintenant, quand je vais appuyer sur le scroller, le hscroll 5, qu'est-ce qui va se passer quand il va changer de valeur? Ben, il faut prendre la hscroll 1 et prendre en change ici, à ce niveau-ci. Voilà. Ici, je suis en forme, hein, mais il faut aller ici, prendre hscroll 1, voilà, et bien sûr aller chercher la fonction change. On n'a pas vu. Ouais, ça ne m'aurait pas étonné. Donc, hscroll 1, je dois aller chercher ici, voilà, et le change ici. Voilà, l'événement changement. Et l'objet, c'est hscroll 1 qui est un rectangle. Hein, c'est un élément rectangulaire avec un curseur dessus qui peut aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Voilà, c'est un élément curseur de Windows. C'est pas propre à VB, je vous le dis tout de suite. C'est pas propre à VB tout ça. C'est propre à Windows. Donc il va chercher tout simplement des éléments existants de Windows qu'on appelle les API Win32 en fait. Enfin ici je travaille avec Visual C++, enfin Visual Studio qui va rechercher tout des API Win32. Ben, c'est l'ancien Visual Studio de 97, donc dire c'est le système 32 bits, voilà. Avec l'ancien système d'exploitation, voilà, c'était pour NT, pour Windows 95, Windows 98, et voilà. Maintenant, je sais même pas si ça tourne avec le nouveau système d'exploitation. Voilà, enfin bref. Donc, qu'est-ce qui se passe je veux dire, en scrolling, quand j'appuie sur le scroll 1, eh bien, en fait, il faut récupérer la valeur. Donc, à scroll1.value, je le mets dans text1.text. Par exemple, si je mets le curseur à 600, ben, text1.text vaudra 600. Si je mets à 700, ben, text1.text vaudra 700. C'est ce que ça veut dire. C'est tout simplement, je dirais, un transfert de la valeur de la valeur que possède hscroll vers une zone de texte, text1.text. Voilà. Alors, que contient ma var1? Ma var1, je récupère, je sauvegarde text1.text dans ma var1 parce que je vais travailler avec. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que text2.text? Je le sauvegarde dans ma var2. Text2.text, c'est tout simplement la valeur de quoi? Du produit B. Donc ma var1, c'est la valeur du produit A, et ma var2, c'est la valeur du produit B. Comme ça, je peux les tester. Alors, comment se fait le test de poids? Comment se fait le test de poids? Ben, il suffit de comparer. Si ma var1 est plus petit que 300 et ma var2 est plus petit que 300, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, texte6, c'est la zone de texte qui va permettre de recharger en produit A et B. Parce que A, aussi bien ma var1 est plus petit que 300, qui est le quota minimum, imposé par, je veux dire, par le programme. Hein. Minimum 300 pour ma var1, minimum 300 pour ma var2. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je mets un texte qui dit, bon, recharger en produit A et B. Fonctionnement à stock minimal du produit A et B. Et à ce moment-là, je mets texte 7 backcolor en rouge, qui est la couleur HFF. Backcolor, c'est l'arrière-plan. On avait déjà forecolor qui est l'avant-plan. Voilà. Et backcolor, j'avais dit que ça. Et forecolor, ça s'appliquait sur. Ouais, j'aurais pu utiliser une couleur. Comment ça s'appelle ça? 0 à 15, comme on a vu. Ici, j'ai utilisé ça comme ça. J'ai utilisé ça comme ça, backcolor avec une couleur. Alors, et en même temps, on avait vu qu'on avait un bouton bouton, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Qui était checké, un bouton, une case à cocher. Il y avait une case à cocher qui était active. Et c'est comme ça que je l'active. Check 1.value. Voilà. Je vais le montrer. Run. Voilà. Je suis en run ici. Je suis en fonctionnement du programme. Si je diminue, produit A.
un petit souci là. Enfin, ici, je crois qu'il a bloqué, il a bugué peut-être. Ici, je crois qu'il a bugué. Hein. Ah non, ça va. J'ai rien dit. Voilà. Donc ici, il est rouge. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? Il est rouge et la case à cocher, elle s'est mise ici. Là, comme j'avais expliqué tout à l'heure, la case à cocher s'est mise au niveau du pointeur souris. Là. Bon, alors, ça, je vais fermer. Voilà. Alors, ça, c'est le check 1.value. Donc, s'ils sont les deux produits, si les deux produits ici, si les deux produits, je veux dire, sont inférieurs à comment? À 300, ben, les deux cases à cocher vont s'activer. Et j'envoie un message via une boîte à messages qu'on appelle un message box. Tous les deux, tous les deux sont petits. Voilà. Voilà. Et ça, c'est la fin de mon bloc if. Voilà. Mon bloc if, il est là. Je ne teste que si les deux produits sont, je veux dire, l'un est plus grand que l'autre. Et je ferme comme ça, par souci de facilité, je fais un test comme ceci. Bon, maintenant, le second. If ma var 2 est plus petit que 500, et ma var 2, ma var 1 est plus petit que 300, et ma var 2 plus grand que 300. Plus grand ou égal à 300. Attention que c'est plus grand ou égal, hein, pas plus grand. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le 1 qui est en défaut. Et alors, je mets text backcolor 7 concernant le produit 1 qui se va se mettre en rouge. Qu'est-ce qui se met en rouge? C'est le texte.7 correspondant au produit A qui se met en rouge. Et en ce moment-là, j'en ai qu'un seul qui est checké, c'est celui correspondant, je veux dire, au produit A. Voilà. Maintenant, donc, je fais le end if. Maintenant, je recommence. If ma var est plus grand ou égal à 300, c'est bon. Mais if ma var 2 est plus petit que 300, c'est mauvais. Donc là, c'est le produit B qui est en défaut. Voilà. Et donc ici, je mets la loupiette en rouge. Je check check 1.value 2. Par contre, ici, il y a une erreur. Parce que check 1.value. Ouais, c'est check 2.value ici. Je vais regarder tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? S'il est inférieur à 300. Ouais. Donc là, il y a une erreur. Je le vois bien. Je le vois bien qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que regardez ici, il a coché le produit A. Il a coché le produit A, alors que le produit A est bon. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Par contre, là, le 200, il est en défaut. C'est le défaut, c'est le 1 qui doit se cocher. Donc ici, le problème, c'est ce que je viens de dire. Je dois checker ici 0 et là 1. Voilà. Là, maintenant, je le fais fonctionner. Voilà, là, il check le 1. Je redescends en dessous de 300 points. Les deux sont petits. Là, j'augmente. Voilà, là, il fait son travail correctement au niveau des boutons. Au niveau des boutons, ça va, tout est bon. Ça s'est bien fait correctement maintenant. Voilà, donc il y avait une petite erreur. C'est corrigé. Bon, alors ici, donc je compare par rapport à si c'est plus grand ou égal à 300 et pour le premier produit, et le deuxième, dont la valeur est dans ma var 2, s'il est inférieur à 300.
Voilà. Et ensuite, le dernier, if mavar 1 est plus grand ou égal à 300 et mavar. À ce moment, tout est bon. Et qu'est-ce que c'est? Le texte backcolor 7, il est en blanc. Voilà. HFFFF, c'est une couleur blanche. Voilà, donc en fait, ici, if and if, le bloc là, si tout se passe bien, donc la couleur, texte cette backcolor est en blanc. Voilà. Bon, et alors je fais la même chose pour tous les autres. Hein. Peut être sub à scroll change. Je fais le même programme. Hein, le même, et cette fois-ci, je change ce qu'il faut changer, tout simplement. Oui, ici, j'ai fait de if, else, if, ici. Bon, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai qu'un seul, j'aurai un end if pour ce bloc-là. Ici, j'ai mis des if, else, if, et non pas des if and if. Donc, si mavar 1 est plus petit que 300 et mavar 2 est plus petit que 300, à ce moment, j'indique que A et B sont en fonctionnement, je veux dire, à stock minimal. Hein. Sinon, si mavar 1 est plus petit que 300 et mavar 2 donc je répète. Donc ici je sauvegarde les valeurs, texte 1.text qui représente le poids du produit A et mavar 2, texte 2.text représente le poids du produit A. B. Attention que ça c'est la scroll change 2. On a fait pour le produit A, ici c'est pour le produit B, et on fait un petit peu les mêmes tests que tout à l'heure, si ce n'est que j'ai mis des if else ici. Donc j'ai if else, donc j'aurai if else mavar 1 plus petit que 300 et mavar 2 plus petit que 300. S'ils sont tous les deux plus petits que 300, à ce moment-là, fonctionnement A et B sont en minimal et je coche la bonne cache à cocher à 1, à true. Et je mets un message box en disant que tous les deux sont tout petits. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais? Mavar 1 plus petit que 300 et mavar 2 plus grand ou égal à 300, à ce moment-là, on voit tout de suite que c'est le A qui est en fonctionnement stack minimal et je coche tout simplement le A. Et je mets bien sûr texte 7 en rouge. Voilà, pour dire que, attention, sinon, si j'ai pas ça, je fais if ma variable 1 plus grand ou égal à 300 et ma variable 2 plus petit que 300. Alors à ce moment-là, bon, il faut recharger uniquement le produit B, parce que c'est le produit B qui est en défaut. Sinon, si j'ai pas tout ça, à ce moment-là, ça veut dire que tout est bon, parce que j'ai aucun défaut. Donc avec des if else, if then else, if then else, if, on peut faire tout ça. Et ça donne quoi? Il faut refermer tout, and if, and if, and if. Voilà, tous les if qu'on a ouverts, il faut les refermer en fait. Voilà. Bon, pour le hashcall 3, je fais la même chose. Simplement, ici, il faut tester 3 valeurs, parce que c'est des cuves. Les cuves, il y en a 3. Alors là, si, et là je fais par bloc comme j'ai fait pour le produit A.
qu'est-ce que je fais? If ma var 3 inférieur à 300 et ma var 4 plus grand ou égal à 300 et ma var 5 plus grand ou égal à 500, vous voyez que c'est des et, hein. Donc je peux le faire avec des portes et, je veux dire en logique numérique, hein. Il y a des portes et, hein. Voilà. Donc ma var 3 plus petit que 300, ma var 4 et ma var 4 plus grand ou égal à 300. Si j'ai ça à ce moment-là, c'est que il faut recharger la cuve 1. Et je mets en rouge le texte 9 backcolor en rouge. Voilà. Sinon, si ma var 2 est plus grand que 300, plus grand ou égal à 300, et ma var 4 plus petit que 300, et ma var 5 plus grand, c'est tous des tests en fait qui disent lequel qui est en défaut, tout simplement. Rechercher cuve 2. Sinon, if ma var 3 plus grand que 300, plus grand ou égal à 300, et que ma var 4 plus grand ou égal à 300, et que ma var 5 plus petit que 5, 300, then text8.text recharger cuve3, bah ouais, c'est un truc qui est en défaut, et je mets le text.9, le piot en rouge, correspondant au cuve. Rem cuve1 et cuve2, voilà, qu'est-ce qui est en défaut ici, c'est cuve1 et cuve2, ouais, on voit bien, cuve, ma var 3 plus petit que 300, ma var 4 plus petit que 300, ma var 5 plus grand ou égal à 300. Donc c'est ma var 3 et ma var 4. Bien sûr, ma var 3 et ma var 4 ont été chargés ici, hein. Texte, c'est la valeur qu'on a de scroller qui se met dans texte 3.text ici. Et je récupère via des variables ma var 3, ma var 4, ma var 5 pour les cuves. Et ça, ce sont les textbox des cuves qui proviennent, dont les valeurs ont été, je veux dire, proviennent du scroll. Parce que j'ai text 3.text à scroll.value. Quand je change le scroll 3, quand je change de scroll 3, je suis obligé de prendre la valeur du scroll 3. Par contre, les deux autres, elles n'ont pas bougé, donc fatalement, elles sont dans text 4.text et text 5.text, je n'ai pas touché là. Je récupère juste la valeur de celle qui a changé. Voilà. Donc ce programme-là n'a lieu ici à scroll 3.change que quand le scroll 3 va changer. Voilà. Alors je teste toutes les cuves comme ceci. If ma var plus grand, 3 plus grand ou égal à 300, ma var 4 plus petit que 300, ma var 5 plus petit. Je fais toutes les combinaisons possibles de défauts et j'affiche chaque fois qu'il y a un défaut. Et s'il n'y a aucun défaut, à ce moment-là, bon, j'indique text8.text, il y a du vide et la couleur est blanche. Ici. Et je fais la même chose pour un scroll 4. La même chose, sauf que ça va changer. Qu'est-ce que je récupère de scroll 4 value, text 4.text, ce sera scroll 4. Et là, j'aurai toujours ma var 3 égale text 3.text, ma var 4. Voilà, je fais toutes les tests de kiff qui est la même que l'autre. Voilà. Là, c'est un copier-coller de l'autre. Et le dernier, la dernière cuve, scroll 5, je récupère scroll 5.value, je mets dans text.5, je récupère les valeurs 3 et 4 des textes 3.text et des textes 4.text, et à ce moment-là, je fais tous les tests, c'est juste à copier-coller, les tests, voilà, et à ce moment-là, je sais tester les 3 cuves, et voilà la fin du programme. Voilà. Donc c'est, on va dire, c'est 5 fois la même chose, si ce n'est que les tests sont différents. Voilà. Bon, qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Bon, il n'y a pas grand-chose qui a été utilisé de neuf, mis à part le hscroll. Il faut savoir juste utiliser un hscroll, c'est tout. Donc c'est-à-dire une barre de défilement ici. Et que ici on a utilisé backcolor, donc on utilise une valeur exacte de couleur en fait ici. Voilà. Je vous remercie.